Okay, 98. Sans doute, vous êtes-vous déjà amusé à voir dans la forme des nuages quelques génies sortant de sa lampe ou stégosaure en marche lente. Les nuages nous parlent beaucoup. En plus de nous faire rêver, ils savent nous révéler les mouvements cachés de l'atmosphère. Par une belle journée ensoleillée, il est typique de constater l'air tourbillonner sur les bords du nuage, mais il ne tourbillonne pas que dans les nuages. Donc, comme dans beaucoup de phénomènes, c'est le soleil le chef d'orchestre. Le soleil chauffe le sol, qui va chauffer l'air à son contact. Et en fonction du sol, justement, l'air va être chauffé de différentes manières, plus ou moins chauffé. Sur certaines surfaces, c'est plus chaud qu'autour. Et ça va créer des mouvements dans l'atmosphère, parce qu'une parcelle d'air plus chaude que son environnement est plus légère et va monter. Donc on crée ainsi des ascendances qui profitent aux rapaces, qui les utilisent en tournant à l'intérieur, les planeurs, les deltaplanes. Et cette couche d'air, en fait, qui est en interaction directe avec la surface, s'appelle la couche limite atmosphérique. Et si vous regardez par exemple au fond en montagne, là, vous voyez des nuages qui se sont créés au-dessus des reliefs. Ils se sont créés par ce phénomène. Donc entre les nuages, même le sommet des nuages ici, et la surface terrestre, eh bien, il y a des mouvements turbulents, des descendances, des ascendances et des mouvements horizontaux aussi, de toute échelle, qui sont turbulents. Au-dessus, l'air est beaucoup plus calme. La couche limite atmosphérique est finalement la couche dans laquelle la plupart des êtres terrestres vivent, celle dans laquelle se forment les nuages, avec l'eau puisée en surface, celle dans laquelle la poussière est soulevée ou des polluants émis. Ces particules sont mélangées, transportées dans cette couche d'air que l'on respire. Elles jouent donc un rôle très important dans le système climatique terrestre. L'air est calme et stable le matin quand le soleil se lève. Puis, progressivement, l'activité convective, ces ascendances et descendances thermiques vont s'intensifier avec le chauffage de la surface par le soleil et la couche limite va s'épaissir. Le soir, lorsque le soleil est couché, la surface se refroidit par rayonnement, l'air à son contact se refroidit aussi et se stabilise. On sait assez bien représenter et expliquer ce qui se passe en pleine journée. Dans la nuit, c'est tout un autre monde parce que le soleil se cache, il ne chauffe plus le sol. Donc le sol au contraire se refroidit et l'atmosphère se stabilise. Et entre les deux, c'est transitoire. Quand on regarde les phénomènes ou les équations de près, on s'aperçoit qu'on n'a pas toutes les réponses. Les approches qu'on a mathématiques des phénomènes en journée ne s'appliquent pas à cette transition et les approches qu'on a la nuit ne s'appliquent pas non plus. Pour comprendre cette période de transition, il faut redéfinir les différentes couches atmosphériques, leurs caractéristiques turbulentes et les échanges qui s'opèrent entre elles. Ceci est important pour comprendre notamment le transport de vapeur d'eau, des poussières et des polluants qui proviennent de la surface. Comme dans tous les domaines de la physique, l'observation des phénomènes est indispensable pour les comprendre et mieux les modéliser. Des chercheurs du laboratoire d'aérologie et une trentaine de chercheurs internationaux ont donc organisé une campagne d'observation au Centre de recherche atmosphérique de Lannemezan, site instrumenté de l'Observatoire Midi-Pyrénées. This is the 150 by 150 meters. At this point, we're going to just have 3 instruments on the 2 tethered balloons. It'll be the same both at the Moore site as well as the Corn site. Aujourd'hui sera donc une journée d'observation intensive. Les chercheurs vont maintenant mettre en œuvre un grand nombre d'instruments complémentaires afin de donner une image la plus précise et complète possible de l'atmosphère durant cette phase de transition. Comme nous l'avons vu précédemment, la course diurne du Soleil va déterminer l'énergie disponible en surface,
Mais c'est le type de sol et de végétation qui détermine comment cette énergie va être restituée dans l'atmosphère. Ainsi, 5 couverts végétaux, le maïs, le blé, les landes, la forêt et l'herbage sont mis sous surveillance avec des stations mesurant le bilan d'énergie. Le mât qui est derrière moi fait 60 mètres de haut et c'est un moyen permanent de mesure du centre de recherche atmosphérique. Et il est équipé à 3 niveaux de capteurs que l'on peut retrouver sur les stations de surface, sur les différents couverts végétaux de la région que l'on a instrumentés pour la campagne BLAST. Alors ces capteurs mesurent de façon très rapide, à 20 mesures par seconde, ce qui nous permet d'accéder aux toutes petites échelles de la turbulence. Et ils mesurent donc la température, l'humidité et la vitesse du vent. Et de ces mesures, on arrive à déduire comment la surface restitue à l'atmosphère de l'énergie, soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'humidité. Alors l'intérêt d'avoir équipé plusieurs stations et plusieurs couverts végétaux, c'est de comprendre comment chaque couvert végétal va transférer de l'énergie à l'atmosphère. Ça se fait de façon différente en fonction du stockage dans le sol. Et il y a aussi des décalages dans le temps qui vont se faire entre les différentes surfaces, ce qui peut jouer sur la transition de la fin d'après-midi. La réponse de l'atmosphère, juste au-dessus de ces surfaces, est aussi mesurée grâce à des ballons captifs. Ces ballons de 7 mètres cubes, gonflés à l'hélium, sont maintenus avec une ligne le long de laquelle sont disposées des sondes mesurant la température, l'humidité et le vent. Okay, 98. Donc lorsque l'on souhaite réaliser des mesures de turbulence au-delà, à des hauteurs plus grandes que celles des mâts instrumentés existants, on est amené à étudier de nouvelles instrumentations à accrocher sous des ballons captifs, comme cette sonde que l'on a développée à Météo France. Elle est constituée d'un anémomètre à ultrasons qui va être accroché sous le ballon, et comme le ballon lui-même subit les mouvements du vent que l'on veut mesurer, on va également mesurer les mouvements de cette sonde pour permettre de corriger les mesures effectuées. De plus, on mesure la température de manière très rapide également, à la même fréquence que les mesures de vent, avec ici un thermomètre dans un petit abri météorologique qui a la taille d'un cheveu humain. Donc, cette sonde est ensuite accrochée sous le ballon et on peut aller faire des mesures jusqu'à des hauteurs de 500 mètres par rapport au sol. Les stations de surface et les ballons captifs que nous venons de voir fournissent des mesures locales. Les moyens aéroportés comme les drones ou les avions permettent d'accéder à des informations à différents niveaux dans l'atmosphère et à des échelles spatiales différentes. During the BLAST campaign here in France, we are now using very extensively UAS systems, unmanned aerial systems, to enhance our measurement capabilities for the atmospheric boundary layer. And these systems are capable of atmospheric profiles or horizontal transects and surveys. And this gives us a real good opportunity now to extend the common measurement capabilities as measurement masts, for examples, because we are not limited to one place. We can fly in the area, and we can fly with these systems much lower than the manned aircrafts can. And this also extends our capabilities closer to the ground. This is one example of this small unmanned aircraft, the Small Unmanned Meteorological Observer SUMO. Basically a model aircraft with an electric motor powered by a battery. And it is equipped with an autopilot system for autonomous flight capabilities. And we have sensors for temperature and humidity in these tubes on board, and a flow sensor for determination of wind speed and wind direction. UAS for atmospheric research is a very new field, but it's fastly developing, and I am sure in 20 or 30 years we will talk about UAS in the same way we are talking about satellites now, and how they have revolutionized our capability of probing the atmospheric boundary layer. So in the BLAST project there are 2 aircraft platforms involved. One is the French Piper
Aztec from Sapphire, and the other one is the Skyaro from Italian CNR. Both are part of a European infrastructure which is called UFER for aircraft research, and they have different characteristics. The Piper Aztec is a larger aircraft and can sample larger regions, while the Skyaro is a smaller aircraft and can sample regions in the order of 100 kilometers. So the characteristic part of this aircraft is the nose, which is made of a pressure sphere in front, which is measuring the turbulence, the angles of attack of the wind, 50 times per second, so it's capable of measuring wind direction every 45-50 centimeters. And this is an infrared analyzer for carbon dioxide and for water vapor. And so in this project is bridging the gap between the UAV, unmanned platform, and the large aircraft. The Skyaro typically flies up to 3 kilometers vertically, sampling the atmosphere, and up to 100 kilometers horizontally, sampling the surface heterogeneity and variability of this region. Les explorations aéroportées permettent donc d'étudier directement et dans toute l'épaisseur de la couche limite l'évolution de la turbulence et de la dimension de ces tourbillons. Cependant, les avions et les drones ne peuvent pas mesurer de façon continue. Ainsi, les chercheurs disposent au sol de différents types de mesures télédétectées. Avec une grande résolution spatiale et temporelle, ils permettent d'accéder à des paramètres indispensables à l'étude de la couche limite. La mesure télédétectée est une mesure indirecte qui consiste à émettre des ondes électromagnétiques. Celles-ci seront réfléchies, rétrodiffusées par des cibles dans l'atmosphère. En fonction de la longueur d'onde utilisée, on pourra mesurer soit des contenus en aérosol ou en gouttelettes d'eau, soit des changements de température et d'humidité de l'air, soit le vent. Alors la campagne BLAST met en œuvre toute une panoplie d'instruments de télédétection. Vous avez là, à titre d'exemple, la vitesse verticale du vent mesurée par le profileur radar UHF hier, alors de 0h le matin à 24h le soir, et en fonction de l'altitude, donc de la surface à 4 km d'altitude. Alors vous voyez ici, ce qui est intéressant, une alternance de couleurs bleu et rouge qui correspond en fait à l'alternance depuis à peu près 9-10 heures UTC le matin, l'alternance donc de mouvement ascendant, ça c'est le rouge, donc de l'ordre d'1 mètre par seconde, et de subsidence, de la couleur bleue, plutôt moins 1 mètre par seconde, et qui correspond au développement de la couche limite, en gros qui suit ça. Alors BLAST va s'intéresser surtout à ce qui se passe plutôt au milieu de l'après-midi, fin d'après-midi, au moment où on va alterner, on va quitter ces mouvements ascendant-subsident et la couche limite va se stabiliser. Alors là, vous avez, à titre d'exemple également, les données mesurées par un de nos lidars hier, donc de 0h à 24h et de 0 à 5 km en altitude. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des nuages à peu près toute la journée, c'est la bande blanche ici, et puis dessous, en gros, la couleur indique le contenu en aérosol, plus on tire vers le jaune ou le rouge, et plus il y a l'aérosol, et on voit le matin, à partir de 9-10 heures, la couleur tire vers le jaune, c'est-à-dire qu'on a un accroissement du contenu en aérosol dans les basses couches de l'atmosphère, ce qui correspond au développement de la couche limite. La compréhension du fonctionnement de la couche limite durant la période de transition de fin d'après-midi passe par la complémentarité de toutes ces mesures, mais va aussi de pair avec un travail de modélisation qui s'insère à différentes étapes du projet. Il y a 3 volets dans la modélisation. Donc le premier concerne en fait les diagnostics qui ont été établis à partir des modèles opérationnels de Météo France pour aider à la prévision pendant la campagne. Le deuxième aspect concerne l'évaluation des modèles opérationnels de Météo France pendant cette phase de transition de l'après-midi où on ne comprend pas encore très bien les choses. Donc le troisième aspect de la modélisation concerne les modèles que l'on va utiliser pour mieux comprendre les processus en jeu dans cette couche limite. Donc il y a d'abord les modèles assez simples, donc modèles simplifiés qu'on appelle Mixed Layer Model, où on va essayer de tester certaines hypothèses. Ensuite, il y a les simulations LES, donc simulations qui résolvent les tourbillons dans cette couche limite, qui ont une résolution de l'ordre de quelques dizaines de mètres, qu'on va utiliser essentiellement en combinaison avec les observations pour mieux comprendre les processus en jeu. Et enfin, il y a un dernier type de modèle qui s'appelle des DNS, qui sont des
simulations en résolution encore plus fine de l'ordre de quelques mètres. Donc on va s'intéresser avec ces outils à 3 questions. Donc l'évolution de la structure verticale de la couche humide, l'évolution des échelles caractéristiques des tourbillons dans l'atmosphère, et enfin la dernière partie concerne le rôle des hétérogénéités de surface sur le développement de cette couche humide.